Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être parfaitement inclusif ce soir, sous la férule d'Alice qui se place exprès devant pour s'assurer que je respecte bien. Bien, alors, pour être tout à fait transparent, cette étude est ancienne. Elle a été réalisée à la fin des années 2000, donc vers 2008-2009. Donc, on pourrait lui reprocher son ancienneté. Néanmoins, j'ai choisi de la présenter. Elle a été publiée dans la revue d'ostéopathie, que je dirige, comme certains d'entre vous le savent maintenant, puisqu'on en a parlé. J'ai choisi de la présenter dans le cadre de ce congrès parce que je trouve que à la fois les techniques ostéopathiques qui ont été proposées vont montrer une certaine efficacité intéressante d'une part, et d'autre part, les effectifs sont assez importants. Donc, je vous laisserai juge, bien évidemment, ensuite de la pertinence de mon propos. D'autre part, toujours pour être transparent, je suis intervenu dans cette étude uniquement sur l'analyse statistique des données. Donc, je n'ai pas participé à l'expérimentation en elle-même. Néanmoins, j'ai bien évidemment l'aval de l'investigateur principal et du créateur de cette étude pour la présenter devant vous ce soir. Alors, j'avais le modèle de présentation proposé par la NPI avec les conflits d'intérêts, donc lien d'intérêt aucun, évidemment, sauf le fait d'être peut-être rédacteur en chef de la revue qui a publié l'étude, mais bon, ça, maintenant, vous le savez. Alors, le contexte. Donc, l'objectif de l'étude, c'est donc d'évaluer l'efficacité de l'ostéopathie associée ou non à une prise en charge psychologique. Alors le contexte, il est, je vous le rappelle, mais enfin vous le connaissez tous, c'est la consommation dentalgique fréquente chez les personnes âgées en EHPAD. Alors j'ai sélectionné, l'étude est très complexe parce que il y a eu deux populations recrutées, une population de résidents d'EHPAD qui ne souffraient pas de troubles cognitifs et une autre population qui souffrait de troubles cognitifs. J'ai choisi, pour simplifier la présentation de ce soir, de ne vous présenter que l'étude qui porte sur des patients souffrant de troubles cognitifs. Et donc, il y a une difficulté que vous connaissez peut-être, c'est la difficulté d'évaluer l'efficacité des antalgiques sur une population de patients souffrant de troubles cognitifs. Et donc, cette étude se propose aussi d'évaluer l'utilité en recherche d'utiliser l'échelle d'hétéroévaluation de la douleur, dite ECPA, c'est-à-dire l'échelle comportementale pour personnes âgées. Je pense que certains la connaissent bien évidemment parmi vous. Alors, il y a eu deux phases. Une phase préparatoire, une phase 1, qu'on pourrait qualifier d'étude préliminaire, et puis l'étude phase 2, qui est l'étude complète. Alors, cette étude phase 1 est un essai clinique randomisé. La population source a été recrutée dans 5 EHPAD des départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de la Sarthe. Les critères d'inclusion, les résidents devaient être âgés au moins de 60 ans, être bien évidemment hospitalisés en institution, donc soit unité de soins de longue durée, EHPAD, ou hospitalisés en service de médecine, ou en soins de suite et réadaptation. C'était en tout cas l'appellation de l'époque, puisqu'on ne dit plus SSR, mais SMR maintenant, me semble-t-il. Vous corrigerez si je me trompe, bien évidemment. Et les patients étaient recrutés selon un critère d'inclusion qui était le score MMS inférieur à 15, donc avec des troubles cognitifs importants. Critères de non-inclusion, inflammation aiguë, période aiguë de traumatisme, phlébite en début d'évolution, les contre-indications dermatologiques ou un cancer en cours de traitement. Par randomisation, il a été créé 2 bras de 50 participantes et participants. Alice n'est plus là, mais vous avez vu, j'étais bien inclusif sur ce coup-là. Donc, un bras ostéopathique sur lequel on a fait un traitement ostéopathique général. Alors, pour les ostéopathes me comprennent très bien quand je dis ça. Pour les non-ostéopathes, il s'agit d'une séquence standardisée de techniques, standardisée,
c'est-à-dire que l'ensemble du corps va être pris en charge. On commence par le pied, ensuite la cheville, le genou, la hanche, le bassin, les lombaires, l'abdomen, les côtes, le thorax, l'épaule et le cou. Je ne pense pas avoir oublié beaucoup de régions. Et donc, c'est une séquence structurée où on va utiliser... Alors, on parle des 3 R dans cette technique. R comme routine parce qu'en effet, il y a cette systématique. Le rythme est important. Donc, c'est une séquence de mobilisation où on va répéter sur une même articulation un mouvement. Et les variations vont être en fonction des réactions du patient, du ressenti du praticien. Donc il y a à la fois une séquence standardisée, mais avec une adaptation en fonction des réactions du patient et des tissus du patient. Et puis on est sur un principe en général de rotation, donc on va privilégier les mouvements de rotation sur ces articulations. Donc tout cela est parfaitement décrit dans des ouvrages et des articles. Ça, c'est pour le bras ostéopathique. Et puis, le bras contrôle était un bras où il était effectué simplement des effleurages effectués par des infirmières formées au toucher-massage et sur les zones identifiées comme douloureuses par l'infirmière. Les critères de jugement étaient donc la douleur, mesurée par l'ECPA. Alors, l'ECPA, c'est donc l'échelle comportementale d'évaluation de la douleur chez la personne âgée non communicante. C'est une échelle spécifique qui consiste à recueillir 4 items avant les soins, juste avant les soins, et 4 items juste après les soins infirmiers. Donc c'est recueilli par un infirmier formé au recueil de ces données. C'est une donnée qui est recueillie en 1 à 3 minutes. On sait que c'est reproductible. C'est opérateur dépendant. Mais donc, il est important que dans une méthodologie, dans un essai thérapeutique avec une méthodologie rigoureuse, eh bien, ce soit le même infirmier qui, pour chaque patient, recueille systématiquement les données. On ne fait pas de varier les infirmiers pour un même patient. L'infirmier qui évaluait le CPA était bien évidemment aveuglé quant à l'appartenance au groupe des patients. Donc cette CPA donne un score de 0 à 32 et le score diminue quand il y a amélioration. Population recrutée dans cette phase 1, donc 82 femmes âgées de 91 ans,8. Vous avez plus ou moins 4-6 ans. Le plus ou moins se réfère à l'écart type et je vous donne les valeurs mini et les valeurs maxi pour être complet dans la description de la population. Donc 82 femmes, 18 hommes, on retrouve le ratio classique, le sexe ratio classique dans ce type d'établissement. Les résultats, donc vous voyez l'évolution des scores. Vous voyez donc sur l'échelle de 0 à 32, en bleu, vous avez l'évolution du groupe TOJ pour traitement ostéopathique général, et le groupe touché. Donc on voit le temps 1, c'est la veille de la séance. J'ai marqué première séance, mais en fait il n'y en a eu qu'une sur cette étude préliminaire. Donc la veille de la séance, donc on a des valeurs qui sont tout à fait comparables. Ce qui est intéressant, c'est que le temps 2 nous montre les valeurs juste avant la prise en charge ostéopathique ou le toucher, et on voit qu'il y a une constante, c'est-à-dire une stabilité de la valeur et donc de la mesure. Ça vient crédibiliser, je dirais, la validité de l'ECPA dans ce cadre. Et pour le groupe touché, eh bien, on a une légère diminution de la valeur. On passe de 13,4 à 12,3, donc c'est une amélioration certes assez faible. Et on voit l'amélioration pour le groupe ostéopathie, le groupe TOJ, avec une diminution qui passe de 12,1 à 6,5, donc quasiment division par 2. L'analyse statistique consistant en une analyse de variance avec mesure répétée, et la p-valeur était inférieure à 1 pour 10 000. Nous sommes ensuite, de ce fait, passés en phase 2,
La population source était identique auprès des mêmes structures d'accueil. Les critères d'éligibilité étaient identiques également. Mais cette fois, eh bien, on a recruté 200 participants et on a créé 4 bras de 50 participants. Donc là, cette deuxième phase de l'étude consistait à évaluer l'efficacité de l'ostéopathie, évaluer l'efficacité d'une prise en charge psychologique, évaluer l'intérêt de l'association entre les deux, et puis tout cela était comparé à un groupe contrôle qui bénéficiait des soins courants, mais pour lesquels il y avait un toucher léger, comme de type effleurage, comme dans l'étude de la phase 1. Population, donc 166 femmes, l'âge 92 ans, 24 hommes âgés de 86 ans. Là encore, on est sur un sexe ratio qui correspond à ce que l'on trouve en réalité dans la pratique courante auprès des résidents de ce type d'établissement. Alors les résultats, eh bien, vous voyez, alors je vais commencer par la ligne bleue qui est tout à fait spéciale. Alors, je vous informe tout de suite, la prise en charge psychologique n'a pas montré d'efficacité dans le cas, enfin, pour cette population-là et dans ce qui était proposé. Il y avait 4 entretiens individuels proposés pour chaque participante et participant, entretien donc d'1 heure. On n'a pas démontré d'efficacité et on n'a pas trouvé non plus de variabilité par rapport au genre. C'est-à-dire que, aussi bien chez les femmes et chez les hommes, les résultats étaient tout à fait comparables et même extrêmement proches. Donc, j'ai simplifié la présentation en vous présentant simplement la courbe qui correspond à la... Donc, on se retrouve avec, en fait, une comparaison d'évaluation, d'efficacité entre un groupe ostéopathie de 100 participants et un groupe touché, un groupe contrôle de 100 participants. Donc la courbe bleue, vous voyez l'évolution de la courbe bleue, si j'ose parler du terme évolution, on a une stabilité à chaque temps. Alors les temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc les 3 premiers temps, enfin les 2 premiers temps, le temps 1, c'est le premier jour, je dirais, le temps 2, le lendemain, le temps 3, c'est juste avant la séance d'ostéopathie. Et le temps 4, c'est le lendemain de cette séance d'ostéopathie. Donc les flèches noires que vous voyez sur l'écran, eh bien, correspondent au moment où il y a eu la séance d'ostéopathie. Donc ce qui est après la flèche noire, eh bien, c'est le lendemain de la séance. Donc on s'aperçoit que dans le groupe ostéopathie, eh bien, on a ce décrochage vers le bas qui est présent après chaque séance d'ostéopathie. Et ce qui est remarquable également, c'est que les jours suivant la séance, eh bien, il y a certes une remontée de l'ECPA, mais qui ne remonte pas au niveau initial, comme s'il y avait une capitalisation du bénéfice qui se fait progressivement au cours des séances. Donc les séances d'ostéopathie étaient faites tous les 15 jours. Et la dernière mesure, la mesure 15, elle est prise 15 jours après la dernière séance. Et donc, on a une valeur de CPA qui passe de 11,8 lors de l'inclusion et qui arrive à 6,2 stabilisé en fin d'étude. Voilà, c'est-à-dire qu'on a diminué la douleur de moitié. Là encore, analyse de variance multifactorielle avec mesures répétées, avec une p-valeur qui est indiscutable sur le plan de la significativité. Alors en conclusion, on a une diminution de douleur de 47% pour cette prise en charge ostéopathique. Et alors ce qui est intéressant et ce qui m'a motivé pour vous le présenter ce soir, c'est qu'en fait cette prise en charge ostéopathique, c'est vraiment une prise en charge de pratique courante. C'est un ensemble de techniques qui ne demandent pas une habileté technique particulièrement, qui ne demandent pas une expertise d'habileté technique. C'est le traitement ostéopathique général, c'est enseigné dans quasiment toutes les écoles d'ostéopathie.
ça peut être appliqué simplement en pratique courante dans les EHPAD, donc pas seulement dans un cadre de recherche clinique et d'évaluation d'efficacité, mais également en pratique courante. C'est bien toléré par les patients. Et puis, ça permettait aussi, cette étude, d'objectiver et de confirmer que l'échelle comportementale pour personnes âgées peut être un outil intéressant, à la fois dans le suivi quotidien en pratique courante, mais également utilisable en recherche clinique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions.